Nuit des étoiles radio est ouverte de minuit jusqu'à n'importe quelle heure dans la matinée. Vous écoutez Nuit des étoiles radio sur le 92.6 FM. La radio de la nuit, c'est ça. Radio Nuit de l'info. I'm a BL-double-O-D. Been on songs with S and double OP. Inside a Ferrari with the DRE. Run up, I let it sing like Nate D-O-double-G. Walk through 8. Les nuits de Léa. Les éclats en tombant sur le parquet le réveillèrent enfin. Il se hâta de faire des excuses à Mademoiselle de la Mole. Il voulut être poli, mais il ne fut que poli. Mathilde vit avec évidence qu'il avait troublé et qu'il eût mieux aimé songer à ce qui l'occupait avant son arrivée. Les enregistrements aigus et graves. MC mètres. 6M. MC mètres. Les compilations de coups de cœur de pub radio. Cheminée. Devant. Tu sais pas quoi? Je sais pas. Aspect. Revoit. Ouais. On revoit pas. Oh bah non. On revoit. Yes. Pyramide de Gizeh. Wow. C'est l'un des rares monuments visibles depuis l'espace. Et là, c'est quoi cette chose? Téléportation dans le château magique. Les enregistrements de Conforama. 3 janvier 2019. Je suis rendu au magasin Conforama à Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers. Ça va durer entre 15 ou 20 minutes. Voici le magasin. Conforama, le confort pour tous. Avouez que parmi vos bonnes résolutions, il y a le mieux manger. Alors, s'il faut mieux cuisiner, autant être mieux équipé. À retrouver sur notre application ou sur nuitdesétoiles.fr. 92.6, c'est Nuit des étoiles radio. La radio de Amiens et de Limoges. La radio de la nuit. To make it rain on you. I don't need tattoos and I don't need your jewels. I don't really care what's around your neck. I'm just trying to mess with your head. I am not the one, I know I'm not the one for you. You are not the only one, don't trust me like you do. Treat me like a dream, just know that I will make it true. It'll all be over soon. Now I need you to be careful how you hold me. I'm a weapon. You can own me. Oh, I'm a weapon. You gon' get shot down. Every time you try me, you get shot down. Watch how you hold me. I'm a weapon. I don't believe in coincidence. You came here to see me, you were so obsessed. Now I got you thinking you gon' see the rest. But I'm just tryna fuck with your head. I am not the one, I know I'm not the one for you. You are not the only one, don't trust me like you do. Treat me like a dream, just know that I'll make it true. It'll all be over soon. Now I need you to be careful how you hold me. I'm a weapon. You can own me. Oh, I'm a weapon. You gon' get shot down. Every time you try me, you get shot down. Watch how you
Now I need you to be careful how you hold me. I'm a weapon, you can own me. Oh, I'm a weapon, you gon' get shot down. Every time you try me, you get shot down. Watch how you hold me, I'm a weapon. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, le canapé d'angle convertible Moreno 4 places est à moins 50%, soit 599 €. Le bon plan pour une convivialité XXL. Conforama, jusqu'au 9 mars, conditions et liste des magasins participants sur conforama.fr. Sur la radio de la nuit, vous découvrirez le programme qui s'appelle Nuit de Lune Radio. Vous écoutez la radio de la nuit dans la chambre de votre maison. Si vous voyez la lumière de la lune qui se reflète dans votre chambre, vous pensez que c'est le début du programme de Nuit de Lune Radio sur la radio de la nuit. Les jingles de Nuit de Lune Radio ne sont pas disponibles. Nuit de Lune Radio est à retrouver seulement sur la radio de la nuit, seulement quand la lune se reflète dans votre chambre. Ce que j'ai de moins que les autres. Dis-moi pourquoi quand ça ne va pas c'est toujours de ma faute. Pourquoi tu pars t'évader dans d'autres bras? Qu'est-ce qu'ils sont les miens? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me regardes à peine, comme si je n'existais pas. Je ne sais plus si tu me... Je ne sais plus si tu me vois. J'ai fini solo, un peu trop saoulé. J'ai fini solo, en peu j'ai coulé. J'ai fini solo, fini les losers. Je t'ai unfollow, ça m'a pris des heures. J'ai fini solo, un peu trop bourré. J'ai fini à l'eau, en tout j'ai coulé. J'ai fini solo, fini les losers. Je t'ai unfollow, ça m'a pris des heures. Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Oui mais ça c'était avant que tu brises notre avenir. Barre-toi, tu m'as trop saoulé. Inutile de te dire que je ne suis pas désolée. Je te regarde à peine, tu n'existes pas. Je te quitte sans haine, je n'ai plus besoin de toi. J'ai fini solo, un peu trop saoulé. J'ai fini solo, en peu j'ai coulé. J'ai fini solo, fini les losers. Je t'ai unfollow, ça m'a pris des heures. J'ai fini solo, un peu trop bourré. J'ai fini à l'eau, en tout j'ai coulé. J'ai fini solo, fini les losers. Je t'ai unfollow, ça m'a pris des heures. Solo, 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 solo. J'ai fini solo, laisse tomber le manque de love. Je trace seul, sans perdre ma confiance, je ne veux pas donner. Je vaux tellement mieux que tout ça. Et même si ce n'est pas vrai, je vaux tellement mieux que toi. J'ai fini solo. J'ai fini solo, un peu trop saoulé. J'ai fini solo, en tout j'ai coulé. J'ai fini solo, fini les losers. Je t'ai unfollow, ça m'a pris des heures. J'ai fini solo, un peu trop bourré. J'ai fini à l'eau, en tout j'ai coulé. J'ai fini solo, fini les losers. Je t'ai unfollow, ça m'a pris des heures. J'ai fini solo. J'ai fini solo. Extrait numéro 8 des Nuits de Léa sur Vibration, le 11 mars 2020. Les Nuits de Léa sur Vibration.
Je suis arrivée d'hier seulement. Et qu'avez-vous fait depuis hier? Je n'ai pas perdu mon temps. Oh, je m'en doute bien. Savez-vous qui j'ai rencontré ici? Non. Devinez. Comment voulez-vous? Cette jeune femme que la reine a tirée de prison. La maîtresse du petit d'Artagnan? Oui, Madame Bonacieux, dont le cardinal ignorait la retraite. Eh bien, dit Rochefort, voilà encore un hasard qui peut aller de pair avec l'autre. Monsieur le cardinal est en vérité un homme privilégié. Comprenez-vous mon étonnement, continua Milady, quand je me suis trouvée face à face avec cette femme. Vous connaît-elle? Non. Alors, elle vous regarde comme une étrangère. Milady sourit. Je suis sa meilleure amie. Sur mon honneur, dit Rochefort, il n'y a que vous, ma chère comtesse, pour faire de ces miracles-là. Eh bien, m'en a pris, chevalier, dit Milady. Car savez-vous ce qui se passe? Non. On va la venir chercher demain ou après-demain avec un ordre de la reine. Vraiment? Et qui cela? D'Artagnan et ses amis. En vérité, ils en feront tant que nous serons obligés de les envoyer à la Bastille. Pourquoi n'est-ce point déjà fait? Que voulez-vous? Parce que monsieur le cardinal a pour ces hommes une faiblesse que je ne comprends pas. Vraiment? Oui. Eh bien, dites-lui ceci, Rochefort. Dites-lui que notre conversation à l'auberge du Colombier Rouge a été entendue par ces 4 hommes. Dites-lui qu'après son départ, l'un d'eux est monté et m'a arraché ma violence, le sauf-conduit qu'il m'avait donné. Dites-lui qu'ils avaient fait prévenir Lord de Winter de mon passage en Angleterre, que, cette fois encore, ils ont failli faire échouer ma mission, comme ils ont fait échouer celle des Ferrets. Dites-lui que parmi ces 4 hommes, 2 seulement sont à craindre, D'Artagnan et Athos. Dites-lui que le 3e, Aramis, est l'amant de Madame de Chevreuse. Il faut laisser vivre celui-là, on sait son secret. Il peut être utile. Quant au 4e, Porthos, c'est un sot, un fat et un niais qu'il ne s'en occupe même pas. Mais ces 4 hommes doivent être à cette heure au siège de La Rochelle. Je le croyais comme vous. Mais une lettre que Madame Bonacieux a reçue de Madame de Chevreuse et qu'elle a eu l'imprudence de me communiquer me porte à croire que ces 4 hommes, au contraire, sont en campagne pour la venir enlever. Diable, comment faire? Que vous a dit le cardinal à mon égard? De prendre vos dépêches écrites ou verbales, de revenir au poste, et quand il saura ce que vous avez fait, il avisera à ce que vous devez faire. Je dois donc rester ici? Demanda Milady. Ici ou dans les environs? Vous ne pouvez m'emmener avec vous? Non, l'ordre est formel. Aux environs du camp, vous pourriez être reconnu, et votre présence, vous le comprenez, compromettrait son éminence, surtout après ce qui vient de se passer là-bas. Seulement, dites-moi d'avance où vous attendrez les nouvelles du cardinal, que je sache toujours où vous retrouver. Écoutez, il est probable que je ne pourrai rester ici. Pourquoi? Vous oubliez que mes ennemis peuvent arriver d'un moment à l'autre? C'est vrai, mais alors cette petite femme va échapper à son éminence? Bah, dit Milady avec un sourire qui n'appartenait qu'à elle, vous oubliez que je suis sa meilleure amie. Ah, c'est vrai, je puis donc dire au cardinal, à l'endroit de cette femme, qu'il soit tranquille. Voilà tout, il saura ce que cela veut dire. Il le devinera. Maintenant, voyons, que dois-je faire? Repartir à l'instant même, il me semble que les nouvelles que vous reportez valent bien la peine que l'on fasse diligence. Ma chaise s'est cassée en entrant à Lilliers. À merveille. Comment à merveille? Oui, j'ai besoin de votre chaise, moi, dit la comtesse. Et comment partirai-je alors? À Franc-Étrier. Vous en parlez bien à votre aise. 180 lieues. Qu'est-ce cela? On les fera après. Après, en passant à Lillers, vous me renvoyez la chaise avec ordre à votre domestique de se mettre à ma disposition. Eh bien, vous avez sans doute sur vous quelque ordre du cardinal. J'ai mon plein pouvoir. Vous le montrez à l'abbesse et vous dites qu'on viendra me chercher, soit aujourd'hui, soit demain, et que j'aurai à suivre la personne qui se présentera en votre nom. Très bien. N'oubliez pas de me traiter durement en parlant de moi à l'abbesse. À quoi bon? Je suis une victime du cardinal. Il faut bien que j'inspire de la confiance à cette pauvre petite Madame Bonacieux. C'est juste. Maintenant, voulez-vous me faire un rapport de tout ce qui est arrivé? Mais je vous ai raconté les événements. Vous avez bonne mémoire, répétez les choses comme je vous les ai dites. Un papier se perd. Vous avez raison. Seulement, que je sache où vous retrouvez, que je n'aille pas courir inutilement dans les environs. C'est juste. Attendez. Voulez-vous une carte?
Oh, je connais ce pays à merveille. Vous, quand donc y êtes-vous venu? J'y ai été élevé. Vraiment? C'est bon à quelque chose, vous le voyez, que d'avoir été élevé quelque part. Vous m'attendrez donc? Laissez-moi réfléchir un instant. Tenez, à Armentières. Qu'est-ce que cela, Armentières? Une petite ville sur la Lys. Je n'aurai qu'à traverser la rivière et je suis en pays étranger. À merveille, mais il est bien entendu que vous ne traverserez la rivière qu'en cas de danger. C'est bien entendu. Et dans ce cas, comment saurais-je où vous êtes? Vous n'avez pas besoin de votre laquais? Non. C'est un homme sûr? À l'épreuve. Donnez-le-moi. Personne ne le connaît. Je le laisse à l'endroit que je quitte et il vous conduit où je suis. Et vous dites que vous m'attendez à Argentières? À Armentières, répondit Milady. Écrivez-moi ce nom-là sur un morceau de papier de peur que je l'oublie. Ce n'est pas compromettant, un nom de ville, n'est-ce pas? Et qui sait? N'importe, dit Milady en écrivant le nom sur une demi-feuille de papier. Je me compromets. Bien, dit Rochefort, en prenant des mains de Milady le papier, qu'il plia et qu'il enfonça dans la coiffe de son feutre. D'ailleurs, soyez tranquille, je vais faire comme les enfants. Et dans le cas où je perdrais ce papier, répétez le nom tout le long de la route. Maintenant, est-ce tout? Je le crois. Cherchons bien. Buckingham, mort ou grièvement blessé, votre entretien avec le cardinal entendu des 4 mousquetaires, Lord de Winter prévenu de votre arrivée à Portsmouth, D'Artagnan et Athos à la Bastille, Aramis l'amant de Madame de Chevreuse, Porthos infat, Madame Bonacieux retrouvée, vous envoyer la chaise le plus tôt possible, mettre mon laquais à votre disposition, faire de vous une victime du cardinal, pour que l'abbesse ne prenne aucun soupçon, Armentières sur les bords de la Lys, est-ce cela? En vérité, mon cher chevalier, vous êtes un miracle de mémoire. À propos, ajoutez une chose. Laquelle? J'ai vu de très jolis bois qui doivent toucher au jardin du couvent. Dites qu'il m'est permis de me promener dans ces bois. Qui sait? J'aurais peut-être besoin de sortir par une porte de derrière. Vous pensez à tout, et vous oubliez une chose. Laquelle? C'est de me demander si j'ai besoin d'argent. C'est juste. Combien voulez-vous? Tout ce que vous aurez d'or. J'ai 500 pistoles à peu près. J'en ai autant. Avec 1000 pistoles, on fait face à tout. Videz vos poches. Voilà, comtesse. Bien, mon cher comte. Et vous partez? Dans 1 heure. Le temps de manger un morceau, pendant lequel j'enverrai chercher un cheval de poste. À merveille. Adieu, chevalier. Adieu, comtesse. Recommandez-moi au cardinal, dit Milady. Recommandez-moi à Satan, répliqua Rochefort. Milady et Rochefort échangèrent un sourire et se séparèrent. 1 heure après, Rochefort partit au grand galop de son cheval. 5 heures après, il passait à Arras. Nos lecteurs savent déjà comment il avait été reconnu par D'Artagnan et comment cette reconnaissance, en inspirant des craintes aux 4 mousquetaires, avait donné une nouvelle activité à leur voyage. À peine Rochefort fut-il sorti que Madame Bonacieux rentra. Elle trouva Milady le visage riant. « Eh bien, dit la jeune femme, ce que vous craignez est donc arrivé. Ce soir ou demain, le cardinal vous envoie prendre. » « Qui vous a dit cela, mon enfant ?» demanda Milady. « Je l'ai entendu de la bouche même du messager. »« Venez vous asseoir ici, près de moi, » dit Milady. « Me voici. » « Attendez que je m'assure si personne ne nous écoute. » « Pourquoi toutes ces précautions? Vous allez le savoir. » Milady se leva et alla à la porte, l'ouvrit, regarda dans le corridor et revint se rasseoir près de Madame Bonacieux. « Alors, dit-elle, il a bien joué son rôle. Qui cela? Celui qui s'est présenté à l'abbesse comme l'envoyé du cardinal. C'était donc un rôle qu'il jouait? Oui, mon enfant. Cet homme n'est donc pas... Cet homme, dit Milady en baissant la voix, c'est mon frère. Votre frère? S'écria Madame Bonacieux. Eh bien, il n'y a que vous qui sachiez ce secret, mon enfant. Si vous le confiez à qui que ce soit au monde, je serai perdue. Et vous aussi, peut-être. Oh, mon Dieu. Écoutez, voici ce qui se passe. Mon frère, qui venait à mon secours pour m'enlever ici de force, s'il le fallait, a rencontré l'émissaire du cardinal qui venait me chercher. Il l'a suivi. Arrivé à un endroit du chemin solitaire et écarté, il a mis l'épée à la main en sommant le messager de lui remettre les papiers dont il était porteur. Le messager a voulu se défendre. Mon frère l'a tué. « Oh !» fit Madame Bonacieux en frissonnant. C'était le seul moyen, songez-y. Alors mon frère a résolu de substituer la ruse à la force.
Ensuite, il a pris les papiers, il s'est présenté ici comme l'émissaire du cardinal lui-même. Et dans 1 heure ou 2, une voiture doit venir me prendre de la part de son éminence. Je comprends. Cette voiture, c'est votre frère qui vous l'envoie. Justement. Mais ce n'est pas tout. Cette lettre que vous avez reçue et que vous croyez de Madame de Chevreuse, eh bien, elle est fausse. Comment cela? Oui, fausse. C'est un piège pour que vous ne fassiez pas de résistance quand on viendra vous chercher. Mais c'est D'Artagnan qui viendra. Détrompez-vous, D'Artagnan et ses amis sont retenus au siège de La Rochelle. Comment savez-vous cela? Mon frère a rencontré des émissaires du cardinal en habit de mousquetaire. On vous aurait appelé à la porte, vous auriez cru avoir affaire à des amis, on vous enlevait et on vous ramenait à Paris. Oh mon Dieu! Ma tête se perd au milieu de ce chaos d'iniquité. Je sens que si cela durait, continua Madame Bonacieux en portant ses mains à son front, je deviendrais folle. Attendez. Quoi? J'entends le pas d'un cheval. J'entends le pas d'un cheval. C'est celui de mon frère qui repart. Je veux lui dire un dernier adieu. Venez. Milady ouvrit la fenêtre et fit signe à Madame Bonacieux de l'y rejoindre. La jeune femme y alla. Rochefort passait au galop. Adieu, frère, s'écria Milady. Le chevalier leva la tête, vit les 2 jeunes femmes et, tout courant, fit à Milady un signe amical de la main. Ce bon Georges, dit-elle en refermant la fenêtre avec une expression de visage pleine d'affection et de mélancolie. Et elle revint s'asseoir à sa place, comme si elle eût été plongée dans des réflexions toutes personnelles. « Chère dame, dit Madame Bonacieux, pardon de vous interrompre, mais que me conseillez-vous de faire? Mon Dieu, vous avez plus d'expérience que moi. Parlez, je vous écoute. » D'abord, dit Milady, il se peut que je me trompe et que D'Artagnan et ses amis viennent véritablement à votre secours. « Oh, c'eût été trop beau, s'écria Madame Bonacieux, et tant de bonheur n'est pas fait pour moi. » Alors, vous comprenez, ce serait tout simplement une question de temps, une espèce de course à qui arrivera le premier. Si ce sont vos amis qui l'emportent en rapidité, vous êtes sauvés. Si ce sont les satellites du cardinal, vous êtes perdus. Oh oui, oui, perdu sans miséricorde. Que faire donc? Que faire? Il y aurait un moyen bien simple, bien naturel. Lequel, dites? Ce serait d'attendre caché dans les environs et de s'assurer ainsi quels sont les hommes qui viendront vous demander. Mais où attendre? Oh, ceci n'est point une question. Moi-même, je m'arrête et je me cache à quelques lieues d'ici en attendant que mon frère vienne me rejoindre. Eh bien, je vous emmène avec moi. Nous nous cachons et nous attendons ensemble. Mais on ne me laissera pas partir, je suis ici presque prisonnière. Comme on croit que je pars sur un ordre du cardinal, on ne vous croira pas très pressé de me suivre. Eh bien, la voiture est à la porte. Vous me dites adieu, vous montez sur le marchepied pour me serrer dans vos bras une dernière fois. Le domestique de mon frère qui vient me prendre est prévenu. Il fait un signe au postillon. Et nous partons au galop. Mais D'Artagnan s'il vient, ne le serons-nous pas? Comment? Rien de plus facile. Nous renvoyons à Béthune ce domestique de mon frère, à qui, je vous l'ai dit, nous pouvons nous fier. Il prend un déguisement et se loge en face du couvent. Si ce sont les émissaires du cardinal qui viennent, il ne bouge pas. Si c'est Monsieur D'Artagnan et ses amis, il les amène où nous sommes. Il les connaît donc? Sans doute. N'a-t-il pas vu Monsieur D'Artagnan chez moi? Oh oui, oui, vous avez raison. Ainsi tout va bien. Tout est pour le mieux. Mais ne nous éloignons pas d'ici. À 7 ou 8 lieues tout au plus, nous nous tenons sur la frontière par exemple, et à la première alerte, nous sortons de France. Et d'ici là, que faire? Attendre. Mais s'ils arrivent, la voiture de mon frère arrivera avant eux. Si je suis loin de vous quand on viendra vous prendre, à dîner ou à souper par exemple, faites une chose. Laquelle? Dites à votre bonne supérieure que pour nous quitter le moins possible, vous lui demanderez la permission de partager mon repas. Le permettra-t-elle? Quel inconvénient y a-t-il à cela? Oh, très bien. De cette façon, nous ne nous quitterons pas un instant. Eh bien, descendez chez elle pour lui faire votre demande. Je me sens la tête lourde. Je vais faire un tour au jardin. Allez, et où vous retrouverai-je? Ici, dans 1 heure. Ici, dans 1 heure? Oh, vous êtes bonne et je vous remercie. Comment ne m'intéresserais-je pas à vous? Quand vous ne seriez pas belle et charmante, n'êtes-vous pas l'amie d'un de mes meilleurs amis? Cher D'Artagnan, oh, comme il vous remerciera. Je l'espère bien. Allons, tout est convenu. Descendons. Vous allez au jardin? Oui. Suivez ce corridor. Un petit escalier vous y conduit.
À merveille, merci. Et les deux femmes se quittèrent en échangeant un charmant sourire. Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Vous écoutez les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Milady avait dit la vérité. Elle avait la tête lourde, car ses projets mal classés s'y heurtaient comme dans un chaos. Elle avait besoin d'être seule pour mettre un peu d'ordre dans ses pensées. Elle voyait vaguement dans l'avenir. Mais il lui fallait un peu de silence et de quiétude pour donner à toutes ces idées, encore confuses, une forme distincte, un plan arrêté. Ce qu'il y avait de plus pressé, c'était d'enlever Madame Bonacieux, de la mettre en lieu de sûreté et là, le cas échéant, de s'en faire un otage. Milady commençait à redouter l'issue de ce duel terrible où ses amis mettaient autant de persévérance qu'elle mettait, elle, d'acharnement. D'ailleurs, elle sentait comme on sent venir un orage que cette issue était proche et ne pouvait manquer d'être terrible. Le principal pour elle, comme nous l'avons dit, était donc de tenir Madame Bonacieux entre ses mains. Madame Bonacieux, c'était la vie de D'Artagnan, c'était plus que sa vie, c'était celle de la femme qu'il aimait. C'était, en cas de mauvaise fortune, un moyen de traiter et d'obtenir sûrement de bonnes conditions. Or, ce point était arrêté. Madame Bonacieux, sans défiance, la suivait. Une fois cachée avec elle à Armentières, il était facile de lui faire croire que D'Artagnan n'était pas venu à Béthune. Dans 15 jours ou plus, Rochefort serait de retour. Pendant ces 15 jours, d'ailleurs, elle aviserait à ce qu'elle aurait à faire pour se venger des 4 amis. Elle ne s'ennuierait pas. Dieu merci, car elle aurait le plus doux passe-temps que les événements puissent accorder à une femme de son caractère. Une bonne vengeance à perfectionner. Tout en rêvant, elle jetait les yeux autour d'elle et classait dans sa tête la topographie du jardin. Milady était comme un bon général qui prévoit tout ensemble la victoire et la défaite et qui est tout prêt, selon les chances de la bataille, à marcher en avant ou à battre en retraite. Au bout d'une heure, elle entendit une douce voix qui l'appelait. C'était celle de Madame Bonacieux. La bonne abbesse avait naturellement consenti à tout et, pour commencer, elles allaient souper ensemble. En arrivant dans la cour, elles entendirent le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte. « Entendez-vous » dit-elle. « Oui, le roulement d'une voiture. C'est celle que mon frère nous envoie. » « Oh, mon Dieu ! Voyons, du courage !» On sonna à la porte du couvent. Milady ne s'était pas trompée. « Montez dans votre chambre, dit-elle à Madame Bonacieux. Vous avez bien quelques bijoux que vous désirez emporter. »« J'ai ces lettres, dit-elle. Eh bien, allez les chercher et venez me rejoindre chez moi. Nous souperons à la hâte. Peut-être voyagerons-nous une partie de la nuit. Il faut prendre ses forces. » « Grand Dieu, dit Madame Bonacieux en mettant la main sur sa poitrine, le cœur m'étouffe, je ne puis marcher. Du courage, allons, du courage, pensez que dans un quart d'heure, vous êtes sauvés, et songez que ce que vous allez faire, c'est pour lui que vous le faites. Oh oui, tout pour lui. Vous m'avez rendu mon courage. Par un seul mot, allez, je vous rejoins. » Milady monta vivement chez elle, elle y trouva le laquais de Rochefort et lui donna ses instructions. Il devait attendre à la porte. Si par hasard les mousquetaires paraissaient, la voiture partait au galop, faisait le tour du couvent et allait attendre Milady à un petit village qui était situé de l'autre côté du bois. Dans ce cas, Milady traversait le jardin et gagnait le village à pied. Nous l'avons dit déjà, Milady connaissait à merveille cette partie de la France. Si les mousquetaires ne paraissaient pas, les choses allaient comme il était convenu. Madame Bonacieux montait dans la voiture sous prétexte de lui dire adieu et Milady enlevait Madame Bonacieux. Madame Bonacieux entra, et pour lui ôter tout soupçon, si elle en avait, Milady répéta devant elle au laquais toute la dernière partie de ses instructions. Milady fit quelques questions sur la voiture. C'était une chaise attelée de 3 chevaux, conduite par un postillon. Le laquais de Rochefort devait la précéder en courrier. C'était à tort que Milady craignait que Madame Bonacieux n'eût des soupçons. La pauvre jeune femme était trop pure pour soupçonner dans une autre femme une telle perfidie. D'ailleurs, le nom de la comtesse de Winter, qu'elle avait entendu prononcer par l'abbesse, lui était parfaitement inconnu, et elle ignorait même qu'une femme eût une part si grande et si fatale au malheur de sa vie. « Vous le voyez, dit Milady lorsque le laquais fut sorti, tout est prêt. L'abbesse ne se doute de rien et croit qu'on me vient chercher de la part du cardinal. Cet homme va donner les derniers ordres, prenez la moindre chose. »
buvez un doigt de vin et partons. » « Oui, » dit machinalement Madame Bonacieux. « Oui, partons. » Milady lui fit signe de s'asseoir devant elle, lui versa un petit verre de vin d'Espagne et lui servit un blanc de poulet. « Voyez, lui dit-elle, si tout ne nous seconde pas. Voici la nuit qui vient. Au point du jour, nous serons arrivés dans notre retraite et nul ne pourra se douter où nous sommes. Voyons du courage. Prenez quelque chose. » Madame Bonacieux mangea machinalement quelques bouchées et trempa ses lèvres dans son verre. « allons donc, dit Milady, portant le sien à ses lèvres. Faites comme moi. » Mais au moment où elle l'approchait de sa bouche, sa main resta suspendue. Elle venait d'entendre sur la route comme le roulement lointain d'un galop qui allait s'approchant, puis, presque en même temps, il lui sembla entendre des hennissements de chevaux. Ce bruit l'attira de sa joie comme un bruit d'orage réveille au milieu d'un beau rêve. Elle pâlit et courut à la fenêtre, tandis que Madame Bonacieux, se levant toute tremblante, s'appuyait sur sa chaise pour ne point tomber. On ne voyait rien encore, seulement on entendait le galop qui allait toujours se rapprochant. « Oh mon Dieu, dit Madame Bonacieux, qu'est-ce que ce bruit ? Celui de nos amis ou de nos ennemis, dit Milady avec son sang-froid terrible. Restez où vous êtes, je vais vous le dire. » Madame Bonacieux demeura debout, muette, immobile et pâle comme une statue. Le bruit devenait plus fort, les chevaux ne devaient pas être à plus de 150 pas. Si on les apercevait point encore, c'est que la route faisait un coude. Toutefois, le bruit devenait si distinct qu'on eût pu compter les chevaux par le bruit saccadé de leurs fers. Milady regardait de toute la puissance de son attention. Il faisait juste assez clair pour qu'elle pût reconnaître ceux qui venaient. Tout à coup, au détour du chemin, elle vit reluire des chapeaux galonnés et flotter des plumes. Elle compta 2, puis 5, puis 8 cavaliers. L'un d'eux précédait tous les autres de 2 longueurs de cheval. Milady poussa un rugissement étouffé. Dans celui qui tenait la tête, elle reconnut d'Artagnan. « Oh, mon Dieu, s'écria Madame Bonacieux. « Qu'a-t-il donc ?»« C'est l'uniforme des gardes de monsieur le cardinal. Pas un instant à perdre, s'écria Milady. « Fuyons, fuyons. »« Oui, fuyons, répéta Madame Bonacieux, mais sans pouvoir faire un pas, clouée qu'elle était à sa place par la terreur. On entendit les cavaliers qui passaient sous la fenêtre. « Venez donc, mais venez donc !» s'écriait Milady en essayant de traîner la jeune femme par le bras. « Grâce au jardin, nous pouvons fuir encore. J'ai la clé. Mais hâtons-nous. Dans 5 minutes, il serait trop tard. » Madame Bonacieux essaya de marcher, fit 2 pas et tomba sur ses genoux. Milady essaya de la soulever et de l'emporter, mais elle ne put en venir à bout. En ce moment, on entendit le roulement de la voiture qui, à la vue des mousquetaires, partait au galop. Puis, 3 ou 4 coups de feu retentirent. « Une dernière fois, voulez-vous venir ?» s'écria Milady. « Oh mon Dieu, vous voyez bien que les forces me manquent. Vous voyez bien que je ne puis marcher. Fuyez seul. » « Fuir seul ? Vous laisser ici ? Non, non, jamais !» s'écria Milady. Tout à coup, un éclair livide jaillit de ses yeux. D'un bond éperdu, elle courut à la table, versa dans le verre de Madame Bonacieux le contenu d'un chaton de bague qu'elle ouvrit avec une promptitude singulière. C'était un grain rougeâtre qui se fondit aussitôt. Puis, prenant le verre d'une main ferme, « Buvez, dit-elle, ce vin vous donnera des forces. Buvez. » Et elle approcha le verre des lèvres de la jeune femme qui but machinalement. « Ah, ce n'est pas ainsi que je voulais me venger, » dit Milady en reposant avec un sourire infernal le verre sur la table. « Mais, ma foi, on fait ce qu'on peut. » Et elle s'élança hors de l'appartement. Madame Bonacieux la regarda fuir sans pouvoir la suivre. Elle était comme ces gens qui rêvent qu'on les poursuit et qui essayent vainement de marcher. Quelques minutes se passèrent, un bruit affreux retentissait à la porte. À chaque instant, Madame Bonacieux s'attendait à voir reparaître Milady, qui ne reparaissait pas. Plusieurs fois, de terreur sans doute, la sueur monta froide à son front brûlant. Enfin, elle entendit le grincement des grilles qu'on ouvrait, le bruit des bottes et des éperons retentis par les escaliers. Il se faisait un grand murmure de voix qui allait se rapprochant et au milieu desquelles il lui semblait entendre prononcer son nom. Tout à coup, elle jeta un grand cri de joie et s'élança vers la porte. Elle avait reconnu la voix de d'Artagnan. « D'Artagnan, d'Artagnan !» s'écria-t-elle. « Est-ce vous ? Par ici, par ici. »« Constance, Constance !» répondit le jeune homme. « Où êtes-vous ? Mon Dieu !» Au même moment, la porte de la cellule céda au choc plus tôt qu'elle ne s'ouvrit. Plusieurs hommes se précipitèrent dans la chambre.
Madame Bonacieux était tombée dans un fauteuil sans pouvoir faire un mouvement. D'Artagnan jeta un pistolet encore fumant qu'il tenait à la main et tomba à genoux devant sa maîtresse. Athos repassa le sien à sa ceinture. Porthos et Aramis, qui tenaient leurs épées nues, les remirent au fourneau. « Oh, D'Artagnan, mon bien-aimé D'Artagnan, tu viens donc enfin ? Tu ne m'avais pas trompé, c'est bien toi. Oui, oui, Constance, réunie. Oh, elle avait beau dire que tu ne viendrais pas. J'espérais sourdement, je n'ai pas voulu fuir. Oh, comme j'ai bien fait, comme je suis heureuse. » À ce mot, elle, Athos, qui s'était assis tranquillement, se leva tout à coup. « Elle ? Qui elle ?» demanda D'Artagnan. « Mais ma compagne, celle qui, par amitié pour moi, voulait me soustraire à mes persécuteurs, celle qui, vous prenant pour des gardes du cardinal, vient de s'enfuir. » « Votre compagne » s'écria D'Artagnan, devenant plus pâle que le voile blanc de sa maîtresse. « De quelle compagne voulez-vous donc parler ? » De celle dont la voiture était à la porte, d'une femme qui se dit votre amie, D'Artagnan, d'une femme à qui vous avez tout raconté. « Son nom » s'écria D'Artagnan. « Mon Dieu, ne savez-vous donc pas son nom ? Si fait, on l'a prononcé devant moi. Attendez. Mais c'est étrange. Oh mon Dieu, ma tête se trouble, je n'y vois plus. À moi, mes amis, à moi. Ses mains sont glacées, s'écria D'Artagnan. Elle se trouve mal. Grand Dieu, elle perd connaissance. Tandis que Porthos appelait au secours de toute la puissance de sa voix, Aramis courut à la table pour prendre un verre d'eau. Mais il s'arrêta en voyant l'horrible altération du visage d'Athos, qui, debout devant la table, les cheveux hérissés, les yeux glacés de stupeur, regardait l'un des verres et semblait en proie au doute le plus horrible. « Oh, disait Athos, oh non, c'est impossible. Dieu ne permettrait pas un pareil crime. »« De l'eau, criait D'Artagnan. « De l'eau. Oh, pauvre femme, murmurait Athos, d'une voix brisée. Madame Bonacieux rouvrit les yeux sous les baisers de D'Artagnan. « Elle revient à elle, s'écria le jeune homme. Oh, mon Dieu, je te remercie. »« Madame, dit Athos, madame, au nom du ciel, à qui ce verre vide ?»« À moi, monsieur, répondit la jeune femme d'une voix mourante. Mais qui vous a versé ce vin qui était dans ce verre ? Elle. Mais qui donc ? Elle. Ah, je me souviens, dit Madame Bonacieux. La comtesse de Winter. Les quatre amis poussèrent un seul et même cri, mais celui d'Athos domina tous les autres. En ce moment, le visage de Madame Bonacieux devint livide, une douleur sourde la terrassa. Elle tomba haletante dans les bras de Porthos et d'Aramis. D'Artagnan saisit les mains d'Athos avec une angoisse difficile à décrire. « Et quoi ?» dit-il. « Tu crois ?» Sa voix s'éteignit dans un sanglot. « Je crois tout, dit Athos, en se mordant les lèvres jusqu'au sang. « D'Artagnan, D'Artagnan !» s'écria Madame Bonacieux. « Où es-tu ? Ne me quitte pas, tu vois bien que je vais mourir. » D'Artagnan lâcha les mains d'Athos, qu'il tenait encore entre ses mains crispées, et courut à elle. Son visage si beau était tout bouleversé, ses yeux vitreux n'avaient déjà plus de regard. Un tremblement convulsif agitait son corps, la sueur coulait sur son front. « Au nom du ciel, courez appeler. Porthos, Aramis, demandez du secours. »« Inutile, dit Athos, inutile au poison qu'elle verse, il n'y a pas de contrepoison. »« Oui, du secours, murmura Madame Bonacieux, du secours. » Puis, rassemblant toutes ses forces, elle prit la tête du jeune homme entre ses deux mains, le regarda un instant comme si toute son âme était passée dans son regard, et avec un cri sanglotant, elle appuya ses lèvres sur les siennes. « Constance, Constance !» s'écria D'Artagnan. Un soupir s'échappa de la bouche de Madame Bonacieux, effleurant celle de D'Artagnan. Ce soupir, c'était cette âme si chaste et si aimante qui remontait au ciel. D'Artagnan ne serait plus qu'un cadavre entre ses bras. Le jeune homme poussa un cri et tomba près de sa maîtresse, aussi pâle et aussi glacée qu'elle. Porthos pleura. Aramis montra le poing au ciel. Athos fit le signe de la croix. En ce moment, un homme parut sur la porte, presque aussi pâle que ceux qui étaient dans la chambre, et regarda autour de lui. Vit Madame Bonacieux, morte, et D'Artagnan, évanoui. Il paraissait juste à cet instant de stupeur qui suit les grandes catastrophes. « Je ne m'étais pas trompé, dit-il. Voilà Monsieur D'Artagnan, et vous êtes ses trois amis, messieurs Athos, Porthos et Aramis. » Ceux dont les noms venaient d'être prononcés regardaient l'étranger avec étonnement. Il leur semblait à tous trois le reconnaître.
Messieurs, reprit le nouveau venu, vous êtes comme moi à la recherche d'une femme qui, ajouta-t-il avec un sourire terrible, a dû passer par ici, car j'y vois un cadavre. Les nuits de Léa, c'est seulement sur Vibration. Vibrons ensemble. Vibration, les nuits de Léa. Vibration. Vibrons ensemble. En ce moment, un homme parut sur la porte, presque aussi pâle que ceux qui étaient dans la chambre, et regarda tout autour de lui, vit Madame Bonacieux morte et D'Artagnan évanoui. Il apparaissait juste à cet instant de stupeur qui suit les grandes catastrophes. Je ne m'étais pas trompé, dit-il. Voilà Monsieur D'Artagnan, et vous êtes ses 3 amis, Messieurs Athos, Porthos et Aramis. Ceux dont les noms venaient d'être prononcés regardaient l'étranger avec étonnement. Il leur semblait à tous 3 le reconnaître. Messieurs, reprit le nouveau venu, vous êtes comme moi à la recherche d'une femme qui, ajouta-t-il avec un sourire terrible, a dû passer par ici, car j'y vois un cadavre. Les 3 amis restèrent muets, seulement la voix comme le visage leur rappelait un homme qu'ils avaient déjà vu. Cependant, ils ne pouvaient se souvenir dans quelles circonstances. Messieurs, continua l'étranger, puisque vous ne voulez pas reconnaître un homme qui probablement vous doit la vie 2 fois, il faut bien que je me nomme. Je suis Lord de Winter, le beau-frère de cette femme. Les 3 amis jetèrent un cri de surprise. Athos se leva et lui tendit la main. Soyez le bienvenu, milord, dit-il. Vous êtes des nôtres. Je suis parti 5 heures après elle de Portsmouth, dit Lord de Winter. Je suis arrivé 3 heures après elle, à Boulogne, et je l'ai manqué de 20 minutes à Saint-Omer. Enfin, à Lillers, j'ai perdu sa trace. J'allais au hasard, m'informant à tout le monde, quand je vous ai vu passer Rogallo. J'ai reconnu Monsieur D'Artagnan, je vous ai appelé, vous ne m'avez pas répondu. J'ai voulu vous suivre, mais mon cheval était trop fatigué pour aller du même train que les vôtres. Cependant, il paraît que malgré la diligence que vous avez faite, vous êtes encore arrivé trop tard. Vous voyez, dit Athos en montant à Lord de Winter, Madame Bonacieux morte et D'Artagnan que Porthos et Aramis essayaient de rappeler à la vie. Sont-ils donc morts tous 2 demanda froidement Lord de Winter. Non, heureusement, répondit Athos. Monsieur D'Artagnan n'est qu'évanoui. Ah, tant mieux, dit Lord de Winter. En effet, en ce moment, D'Artagnan rouvrit les yeux. Il s'arracha des bras de Porthos et d'Aramis et se jeta comme un insensé sur le corps de sa maîtresse. Athos se leva, marcha vers son ami d'un pas lent et solennel, l'embrassa tendrement, et comme il éclatait en sanglots, il lui dit de sa voix si noble et si persuasive. « Amis, sois homme, les femmes pleurent les morts, les hommes les vengent. »« Oh, oui, dit D'Artagnan, oui, si c'est pour la venger, je suis prêt à te suivre. » Athos profita de ce moment de force que l'espoir de la vengeance rendait à son malheureux ami pour faire signe à Porthos et à Aramis d'aller chercher la supérieure. Les 2 amis la rencontrèrent dans le corridor, encore toute troublée et tout éperdue de tant d'événements. Elle appela quelques religieuses qui, contre toutes les habitudes monastiques, se trouvèrent en présence de 5 hommes. « Madame, dit Athos en passant le bras de D'Artagnan sous le sien, nous abandonnons à vos soins pieux le corps de cette malheureuse femme. Ce fut un ange sur la terre avant d'être un ange au ciel. Traitez-la comme une de vos sœurs. Nous reviendrons un jour prier sur sa tombe. » D'Artagnan cacha sa figure dans la poitrine d'Athos et éclata en sanglots. « Pleure, dit Athos, pleure. Cœur plein d'amour, de jeunesse et de vie. Hélas, je voudrais bien pouvoir pleurer comme toi. » Et il entraîna son ami, affectueux comme un père, consolant comme un prêtre, grand comme l'homme qui a beaucoup souffert. Tous 5, suivis de leurs valets, tenant leurs chevaux par la bride, s'avancèrent vers la ville de Béthune, dont on apercevait le faubourg, et ils s'arrêtèrent devant la première auberge qu'ils rencontrèrent. « Mais, dit D'Artagnan, ne poursuivons-nous pas cette femme ?»« Plus tard, dit Athos, j'ai des mesures à prendre. »« Elle nous échappera, reprit le jeune homme. Elle nous échappera, Athos, et ce sera ta faute. »« Je réponds d'elle, dit Athos. » D'Artagnan avait une telle confiance dans la parole de son ami qu'il baissa la tête et entra dans l'auberge sans rien répondre. Porthos et Aramis se regardaient, ne comprenant rien à l'assurance d'Athos. Lord de Winter croyait qu'il parlait ainsi pour engourdir la douleur de D'Artagnan. « Maintenant, messieurs, dit Athos lorsqu'il se fut assuré qu'il y avait 5 chambres de libres dans l'hôtel, retirons-nous chacun chez soi. D'Artagnan a besoin d'être seul pour pleurer et vous pour dormir. Je me charge de tout, soyez tranquille. Il me semble cependant, dit Lord de Winter, que s'il y a quelques mesures à prendre contre la comtesse, cela me regarde.
c'est ma belle-sœur. Et moi, dit Athos, c'est ma femme. » D'Artagnan tressaillit, car il comprit qu'Athos était sûr de sa vengeance, puisqu'il révélait un pareil secret. Porthos et Aramis se regardèrent en pâlissant. Lord de Winter pensa qu'Athos était fou. « Retirez-vous donc, dit Athos, et laissez-moi faire. Vous voyez bien qu'en ma qualité de mari, cela me regarde. Seulement, D'Artagnan, si vous ne l'avez pas perdu, remettez-moi ce papier qui s'est échappé du chapeau de cet homme et sur lequel est écrit le nom de la ville. »« Ah, dit D'Artagnan, je comprends. Ce nom écrit de sa main. »« Tu vois bien, dit Athos, qu'il y a un Dieu dans le ciel. » Le désespoir d'Athos avait fait place à une douleur concentrée qui rendait plus lucide encore les brillantes facultés d'esprit de cet homme. Tout entier à une seule pensée, celle de la promesse qu'il avait faite et de la responsabilité qu'il avait prise, il se retira le dernier dans sa chambre, pria l'hôte de lui procurer une carte de la province, se courba dessus, interrogea les lignes tracées, reconnut que 4 chemins différents se rendaient de Béthune à Armentières et fit appeler les valets. Planchet, Grimaud, Mousqueton et Bazin se présentèrent et reçurent les ordres clairs, ponctuels et graves d'Athos. Ils devaient partir au point du jour le lendemain et se rendre à Armentières, chacun par une route différente. Planchet, le plus intelligent des 4, devait suivre celle par laquelle avait disparu la voiture sur laquelle les 4 amis avaient tiré et qui était accompagnée, on se le rappelle, au domestique de Rochefort. Athos mit les valets en campagne d'abord, parce que depuis que ces hommes étaient à son service et à celui de ses amis, il avait reconnu en chacun d'eux des qualités différentes essentielles. Puis, des valets qui interrogent inspirent aux passants moins de défiance que leur maître et trouvent plus de sympathie chez eux auxquels ils s'adressent. Enfin, Milady connaissait les maîtres, tandis qu'elle ne connaissait pas les valets. Au contraire, les valets connaissaient parfaitement Milady. Tous 4 devaient se trouver réunis le lendemain à 11h à l'endroit indiqué. S'ils avaient découvert la retraite de Milady, 3 resteraient à la garder. Le 4e reviendrait à Béthune pour prévenir Athos et servir de guide aux 4 amis. Cette disposition prise, les valets se retirèrent à leur tour. Athos alors se leva de sa chaise, ceignit son épée, s'enveloppa dans son manteau et sortit de l'hôtel. Il était 10h à peu près. À 10h du soir, on le sait, en province, les rues sont peu fréquentées. Athos, cependant, cherchait visiblement quelqu'un à qui il pût adresser une question. Enfin, il rencontra un passant attardé, s'approcha de lui, lui dit quelques paroles. L'homme auquel il s'adressait recula avec terreur. Cependant, il répondit aux paroles du mousquetaire par une indication. Athos offrit à cet homme une demi-pistole pour l'accompagner, mais l'homme refusa. Athos s'enfonça dans la rue que l'indicateur avait désignée du doigt, mais arrivé à un carrefour, il s'arrêta de nouveau, visiblement embarrassé. Cependant, comme plus qu'aucun autre lieu, le carrefour lui offrait la chance de rencontrer quelqu'un, il s'y arrêta. En effet, au bout d'un instant, un veilleur de nuit passa. Athos lui répéta la même question qu'il avait déjà faite à la première personne qu'il avait rencontrée. Le veilleur de nuit laissa apercevoir la même terreur, refusa à son tour d'accompagner Athos et lui montra à la main le chemin qu'il devait suivre. Athos marcha dans la direction indiquée et atteignit le faubourg situé à l'extrémité de la ville opposée à celle par laquelle lui et ses compagnons étaient entrés. Là, il parut de nouveau inquiet et embarrassé et s'arrêta pour la 3e fois. Heureusement, un mendiant passa, qui s'approcha d'Athos pour lui demander l'aumône. Athos lui proposa un écu pour l'accompagner où il allait. Le mendiant hésita un instant, mais à la vue de la pièce d'argent qui brillait dans l'obscurité, il se décida et marcha devant Athos. Arrivé à l'angle d'une rue, il lui montra de loin une petite maison isolée, solitaire, triste. Athos s'en approcha tandis que le mendiant qui avait reçu son salaire s'en éloignait à toutes jambes. Athos en fit le tour avant de distinguer la porte au milieu de la couleur rougeâtre dont cette maison était peinte. Aucune lumière ne paraissait à travers les gerçures des contrevents. Aucun bruit ne pouvait faire supposer qu'elle fût habitée. Elle était sombre et muette comme un tombeau. 3 fois Athos frappa sans qu'on lui répondît. Au 3e coup cependant, des pas intérieurs se rapprochèrent. Enfin, la porte s'entrebâilla et un homme de haute taille, au teint pâle, aux cheveux et à la barbe noire parut. Athos et lui échangèrent quelques mots à voix basse. Puis l'homme à la haute taille fit signe au mousquetaire qu'il pouvait entrer. Athos profita à l'instant même de la permission et la porte se referma derrière lui. L'homme qu'Athos
était venu chercher si loin et qu'il avait trouvé avec tant de peine, le fit entrer dans son laboratoire où il était occupé à retenir avec des fils de fer les os cliquetants d'un squelette. Tout le corps était déjà rajusté. La tête seule était posée sur une table. Tout le reste de l'ameublement indiquait que celui chez lequel on se trouvait s'occupait de sciences naturelles. Il y avait des bocaux pleins de serpents étiquetés selon les espèces, des lézards desséchés reluisants comme des émeraudes taillées dans de grands cadres de bois noir, enfin des bottes d'herbes sauvages, odoriférantes et sans doute douées de vertus inconnues au vulgaire des hommes, étaient attachées au plafond et descendaient dans les angles de l'appartement. Du reste, pas de famille, pas de serviteurs, l'homme à la haute taille habitait seul cette maison. Athos jeta un coup d'œil froid et indifférent sur tous les objets que nous venons de décrire. Et sur l'invitation de celui qu'il venait chercher, il s'assit près de lui. Alors, il lui expliqua la cause de sa visite et le service qu'il réclamait de lui. Mais à peine eut-il exposé sa demande que l'inconnu, qui était resté debout devant le mousquetaire, recula de terreur et refusa. Alors Athos tira de sa poche un petit papier sur lequel étaient écrites 2 lignes accompagnées d'une signature et d'un sceau, et le présenta à celui qui donnait trop prématurément ses signes de répugnance. L'homme à la grande taille eut à peine lu ces 2 lignes, vu la signature et reconnu le sceau, qu'il s'inclina en signe qu'il n'avait plus aucune objection à faire et qu'il était prêt à obéir. Athos n'en demanda pas davantage, il se leva, salua, sortit, reprit en s'en allant le chemin qu'il avait suivi pour venir, rentra dans l'hôtel et s'enferma chez lui. Au point du jour, D'Artagnan entra dans sa chambre et demanda ce qu'il fallait faire. « Attendre », répondit Athos. Quelques instants après, la supérieure du couvent fit prévenir les mousquetaires que l'enterrement de la victime de Milady aurait lieu à midi. Quant à l'empoisonneuse, on n'en avait pas eu de nouvelles. Seulement, elle avait dû fuir par le jardin sur le sable duquel on avait reconnu la trace de ses pas et dont on avait retrouvé la porte fermée. Quant à la clé, elle avait disparu. À l'heure indiquée, Lord de Winter et les 4 amis se rendirent au couvent. Les cloches sonnaient à toute volée, la chapelle était ouverte, la grille du chœur était fermée. Au milieu du chœur, le corps de la victime revêtu de ses habits de novice était exposé. De chaque côté du chœur et derrière des grilles s'ouvrant sur le couvent était toute la communauté des carmélites qui écoutait de là le service divin et mêlait son chant au chant des prêtres, sans voir les profanes et sans être vu d'eux. À la porte de la chapelle, D'Artagnan sentit son courage qui fuyait de nouveau. Il se retourna pour chercher Athos, mais Athos avait disparu. Fidèle à sa mission de vengeance, Athos s'était fait conduire au jardin et là, sur le sable, suivant les pas légers de cette femme qui avait laissé une trace sanglante partout où elle avait passé, il s'avança jusqu'à la porte qui donnait sur le bois et la fit ouvrir et s'enfonça dans la forêt. Alors, tous ses doutes se confirmèrent. Le chemin par lequel la voiture avait disparu contournait la forêt. Athos suivit le chemin quelque temps, les yeux fixés sur le sol, de légères taches de sang qui provenaient d'une blessure faite ou à l'homme qui accompagnait la voiture en courrier, ou à l'un des chevaux piquetaient le chemin. Au bout de 3/4 de lieue, à peu près à 50 pas de Festubert, une tache de sang plus large apparaissait. Le sol était piétiné par les chevaux. Entre la forêt de cet endroit dénonciateur, un peu en arrière de la terre écorchée, on retrouvait la même trace de petits pas que dans le jardin. La voiture s'était arrêtée. En cet endroit, Milady était sortie du bois et était montée dans la voiture. Satisfait de cette découverte qui confirmait tous ses soupçons, Athos revint à l'hôtel et trouva Planchet qui l'attendait avec impatience. Tout était comme l'avait prévu Athos. Planchet avait suivi la route, avait, comme Athos, remarqué les taches de sang. Comme Athos, il avait reconnu l'endroit où les chevaux s'étaient arrêtés, mais il avait poussé plus loin qu'Athos, de sorte qu'au village de Festubert, en buvant dans une auberge, il avait, sans avoir eu besoin de questionner, appris que la veille, à 8h30 du soir, un homme blessé qui accompagnait une dame qui voyageait dans une chaise de poste avait été obligé de s'arrêter, ne pouvant aller plus loin. L'accident avait été mis sur le compte de voleurs qui auraient arrêté la chaise dans le bois. L'homme était resté dans le village. La femme avait relayé et continué son chemin. Planchet se mit en quête du postillon qui avait conduit la chaise et le retrouva. Il avait conduit la dame jusqu'à Fromelles, et de Fromelles, elle était partie pour Armentières. Planchet prit la traverse
et à 7 heures du matin, il était à Armentières. Il n'y avait qu'un seul hôtel, celui de la Poste. Planchet alla s'y présenter comme un laquais sans place qui cherchait une condition. Il n'avait pas causé 10 minutes avec les gens de l'auberge qu'il savait qu'une femme seule était arrivée à 11 heures du soir, avait pris une chambre, avait fait venir le maître d'hôtel et lui avait dit qu'elle désirerait demeurer quelque temps dans les environs. Planchet n'avait pas besoin d'en avoir davantage. Il courut au rendez-vous, trouva les 3 laquais exacts à leur poste, les plaça en sentinelle à toutes les issues de l'hôtel et vint trouver Athos, qui achevait de recevoir les renseignements de Planchet lorsque ses amis rentrèrent. C'est la nuit. Vibration. C'est Léa sur Vibration. Les nuits de Léa sur Vibration. À 8 heures du soir, Athos donna l'ordre de sceller les chevaux et fit prévenir Lord de Winter et ses amis qu'ils eussent à se préparer pour l'expédition. En un instant, tous 5 furent prêts. Chacun visita ses armes et les mit en état. Athos descendit le premier et trouva D'Artagnan déjà à cheval et s'impatientant. « Patience, dit Athos, il nous manque encore quelqu'un. » Les 4 cavaliers regardèrent autour d'eux avec étonnement car ils cherchaient inutilement dans leur esprit quel était ce quelqu'un qui pouvait leur manquer. En ce moment, Planchet amena le cheval d'Athos. Le mousquetaire sauta légèrement en selle. « Attendez-moi, dit-il, je reviens. » Et il partit au galop. Un quart d'heure après, il revint effectivement accompagné d'un homme masqué et enveloppé d'un grand manteau rouge. Lord de Winter et les 3 mousquetaires s'interrogèrent du regard. Nul d'entre eux ne put renseigner les autres, car tous ignoraient ce qu'était cet homme. Cependant, ils pensèrent que cela devait être ainsi, puisque la chose se faisait par l'ordre d'Athos. À 9 heures, guidée par Planchet, la petite cavalcade se mit en route, prenant le chemin qu'avait suivi la voiture. C'était un triste aspect que celui de ces 6 hommes courant en silence, plongés chacun dans sa pensée, mornes comme le désespoir, sombres comme le châtiment. C'était une nuit orageuse et sombre, de gros nuages couraient au ciel, voilant la clarté des étoiles, la lune ne devait se lever qu'à minuit. Parfois, à la lueur d'un éclair qui brillait à l'horizon, on apercevait la route qui se déroulait blanche et solitaire, puis, l'éclair éteint, tout rentrait dans l'obscurité. À chaque instant, Athos invitait D'Artagnan, toujours à la tête de la petite troupe, à reprendre son rang qu'au bout d'un instant, il abandonnait de nouveau. Il n'avait qu'une pensée, c'était d'aller en avant, et il allait. On traversa en silence le village de Festubert, où était resté le domestique blessé, puis on longea le bois de Richebourg, arrivé à Herliès. Planchet, qui dirigeait toujours la colonne, prit à gauche. Plusieurs fois, Lord de Winter, soit Porthos, soit Aramis, avait essayé d'adresser la parole à l'homme au manteau rouge, mais à chaque interrogation qui lui avait été faite, il s'était incliné sans répondre. Les voyageurs avaient alors compris qu'il y avait quelques raisons pour que l'inconnu gardât le silence, et ils avaient cessé de lui adresser la parole. D'ailleurs, l'orage grossissait, les éclairs se succédaient rapidement, le tonnerre commençait à gronder et le vent précurseur de l'ouragan sifflait dans la plaine, agitant les plumes des cavaliers. La cavalcade prit le grand trot. Un peu au-delà de Fromelles, l'orage éclata. On déploya les manteaux, il restait encore 3 lieues à faire, on les fit sous les torrents de pluie. D'Artagnan avait ôté son feutre et n'avait pas mis son manteau. Il trouvait plaisir à laisser ruisseler l'eau sur son front brûlant et sur son corps agité de frissons fiévreux. Au moment où la petite troupe avait dépassé Goskal et allait arriver à la poste, un homme abrité sous un arbre se détacha du tronc avec lequel il était resté confondu dans l'obscurité et s'avança jusqu'au milieu de la route, mettant son doigt sur ses lèvres. Athos reconnut Grimaud. « Qu'y a-t-il donc » s'écria D'Artagnan. « Aurait-elle quitté Armentières ?» Grimaud fit de sa tête un signe affirmatif. D'Artagnan grinça des dents. « Silence, D'Artagnan » dit Athos. « C'est moi qui me suis chargé de tout. C'est donc à moi d'interroger Grimaud. »« Où est-elle » demanda Athos. Grimaud étendit la main sous la direction de la lys. « Loin d'ici » demanda Athos. Grimaud présenta à son maître son index plié. « Seul » demanda Athos. Grimaud fit signe que oui. « Messieurs » dit Athos,
Elle est seule à une demi-lieue d'ici, dans la direction de la rivière. C'est bien, dit